Honorable député, bonjour. Bonjour. Vous venez de participer au sommet sur le changement climatique, la COP21. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais c'est quoi la COP21 et son importance pour l'Afrique, en particulier pour le Sénégal? Oui, la COP 21, comme vous le savez, on a parlé de COP 21. Euh, Justement, c'est une conférence des partis, la 21e conférence. C'est en fait sont les États qui ont signé, disons, la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Ils sont 195 États. Et ces États se débrouillent pour se retrouver et faire en sorte que, disons, le niveau d'émission des gaz à effet de serre ne soit pas à un niveau élevé. Et cela demande bien entendu qu'il y ait une concertation sur le plan mondial parce que justement les effets de ces gaz à effet de serre touchent le globe tout entier. Ça ne se résume pas seulement ou ça ne s'arrête pas seulement sur justement le territoire des pays qui les émettent. Donc il y a une nécessité aujourd'hui, compte tenu du réchauffement climatique qui a des conséquences sur le développement des pays, de discuter sur comment faire pour que qu'il n'y ait pas qu'on ne soit pas à un niveau assez élevé. Ça a un intérêt capital pour l'Afrique, ça a un intérêt également pour le Sénégal, parce que comme vous le savez, euh, nous faisons déjà partie du globe, nous subissons les conséquences du réchauffement climatique. On l'a vu au Sénégal, si on prend l'exemple du littoral, de plus en plus nous avons le littoral qui est agressé par les eaux. Une érosion côtière, d'accord. Il y a l'érosion côtière. Si on prend l'exemple des inondations, qui est un D'accord. phénomène au Sénégal, il y a véritablement des effets liés au réchauffement climatique. Si on prend également l'agriculture avec les terres arides, on se rend compte de plus en plus que nous avons des difficultés par rapport à l'agriculture et que cela entraîne l'exode rural, etc. Donc il y a énormément de conséquences qu'on peut tirer du réchauffement climatique et qui sont préjudiciables au développement de l'Afrique, particulièrement du Sénégal, comme vous l'avez demandé. D'accord. En tant que parlementaire, est-ce qu'il y a des propositions de loi ou des projets de loi du Sénégal pour essayer de réduire les impacts de ce changement climatique dans notre pays? Non, dans notre législature, non, pas encore. Vous savez déjà, il faut comprendre que la pollution au niveau africain est à peu près mesurée à peu près 3%, 3 à 4%. Donc nous ne polluons pas beaucoup, mais aujourd'hui il y a une nécessité de nous pouvoir justement donner notre point de vue global sur le réchauffement climatique dans la mesure où nous en subissons les conséquences. C'est l'Afrique qui en subit le plus d'ailleurs les conséquences sans être grand pollueur. Euh, donc, compte tenu de toutes ces discussions qui certainement vont aboutir à des mesures contraignantes, comme on dit, et à des mesures qui impliquent que chaque pays puisse légiférer, bien entendu, le Sénégal devra se préparer à mettre en place des lois qui puissent véritablement s'accommoder à l'évolution des choses. Et je pense que de ce point de vue, le Sénégal doit être prêt à cela, parce qu'il s'agit d'un enjeu de taille et on ne peut pas, sur certaines questions, les gérer convenablement sans pour autant légiférer et faire en sorte qu'il y ait une lisibilité dans la manière dont on doit les gérer. D'accord, justement, vous qui avez participé à ce sommet sur le changement climatique, quelles sont les grandes lignes politiques environnementales accordées déjà réservées à l'Afrique? Oui, ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui, s'il y avait, disons, une notion clé qu'il fallait retenir en ce qui concerne l'Afrique, ce sont les énergies renouvelables.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers le monde, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour faire en sorte que l'Afrique, pour faire en sorte que les énergies renouvelables, qui sont des énergies saines, puissent être utilisées au détriment des énergies pollueuses qui malheureusement augmentent le niveau de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, bien entendu, il y a une volonté de faire appliquer, de développer, disons, des énergies renouvelables en Afrique. Et cette volonté est marquée par justement la décision de lever des fonds pour permettre aux pays africains de pouvoir développer ces énergies renouvelables. Il faut dire que c'est une question extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir de l'énergie. L'Afrique a besoin de se développer. On ne peut pas se développer sans énergie. Et tout le monde sait que les énergies qui ne coûtent pas cher, ce sont les énergies, disons, malheureusement pollueuses, mais qui ont été utilisées à un moment donné par d'autres pays, et ces pays-là ont pu se développer avec ces énergies-là. Maintenant, ce n'est pas une raison pour dire que l'Afrique doit faire de même. Ce n'est pas une raison pour dire que nous allons emprunter la même voie parce que nous ne polluons pas assez. Il faudra que l'on passe à notre développement. Je pense qu'aujourd'hui, que la communauté internationale a intérêt à ce que l'Afrique puisse dès maintenant engager le processus des énergies renouvelables et pouvoir avoir des facilités. Mais par quel mécanisme, par exemple? Oui, les mécanismes, d'abord, il faut dire que ce ne sont pas des énergies moins chères, donc ce sont des énergies coûteuses du point de vue de leur développement. Donc cela demande nécessairement qu'il y ait un appui. Cet appui, je pense que tout le monde est conscient que ça doit exister. Maintenant, il faut peut-être revoir le montant qu'il faut augmenter. Je pense qu'il faut énormément de moyens pour cela et qu'on puisse donner les raisons à l'Afrique d'abandonner les centrales à charbon, d'abandonner les énergies pollueuses. D'accord, sur ce point, il y a certains Africains qui sont des climato-sceptiques. Je veux citer par exemple le ministre conseiller du président Macky Sall, Arona Koumouno-Fendjouf, qui pense que tous ces politiques, toute cette rimambelle de politique autour du changement climatique est une absurdité. Et c'est un renoncement fait aux Africains de ne pas se développer, c'est-à-dire user les voies qui puissent le reporter à l'émergence. Êtes-vous en phase avec lui ou pas? Non, je pense que l'Afrique est partie prenante aux négociations et que l'Afrique ne doit pas se laisser faire. L'Afrique connaît mieux ses difficultés et ses intérêts, doit les défendre. Et aujourd'hui, nous pensons que ça se fait. Il y a une défense des intérêts de l'Afrique. En ce qui concerne au moins les questions climatiques, il n'y a pas du tout un dictat des pays développés parce qu'il n'y a pas possibilité de dictat. Dès l'instant que l'on reconnaît à chaque pays sa souveraineté, on ne peut pas imposer à un pays d'utiliser telle ou telle énergie pour se développer. Donc il faut, dans la discussion, que chacun puisse y voir ses intérêts. L'Afrique doit défendre ses intérêts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une possibilité d'utiliser les énergies renouvelables, ça serait une très bonne chose parce que, vous savez, si on prend aujourd'hui l'exemple du Sénégal qui a un projet de centrale à charbon à Bargny, il faut dire qu'en dehors du fait qu'on veuille produire de l'électricité, produire de l'énergie, il y a des impacts environnementaux, il y a également des impacts liés à la santé des populations. Donc nous avons intérêt à utiliser des énergies saines pour pouvoir véritablement épargner les populations de problèmes de santé, épargner notre environnement. Donc nous avons intérêt à utiliser des énergies saines. Maintenant, il faudra que dans cette discussion, que l'on puisse leur dire
oui, nous avons tous intérêt à ça, mais vous êtes les pollueurs. Nous avons besoin que vous, à partir du fruit de votre pollution, parce que cette pollution a des rentrées d'argent du point de vue du développement, il pollue, ça impacte sur tout le globe, mais les fonds récoltés impactent dans leur économie. Donc c'est à eux de puiser dans cette économie-là, dans ces fonds-là, pour pouvoir justement soutenir tous ces pays qui ne sont pas pollueurs et qui veulent avoir une autonomie énergétique. D'accord. Donc on a besoin aujourd'hui qu'on soit aidé sur ça et qu'on ne se dise pas qu'il faut aller, qu'il faut faire comme les autres, comme ils ont eu à le faire, parce que je le dis encore une fois, la vulnérabilité de notre population est intense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait tout simplement de mettre en place une centrale à charbon à Bargny risque de jouer sur la santé des populations et risque de détériorer notre environnement. Donc, il faudra revoir tout ça. Il y a une subtilité à gérer, mais je pense que l'Afrique est assez grande, assez responsable pour pouvoir défendre ses intérêts. Et je pense que les Africains sont en train de le faire. D'accord. Donc, le fonds compensatoire destiné à l'Afrique, est-ce que cette enveloppe peut permettre à l'Afrique d'être en conformité avec les politiques environnementales qui vont sortir de ce projet final-là? Mais tout dépend de l'utilisation des fonds, tout dépend de l'appréciation que l'on fera de tout ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant que l'on évalue les besoins. Est-ce que l'évaluation des besoins peut nous permettre de dire qu'il y a une conformité entre les fonds débloqués et les besoins au niveau de l'Afrique? Il faut un travail dans ce sens-là pour qu'on fasse en sorte que les fonds débloqués puissent véritablement permettre de développer des énergies renouvelables, permettre à l'Afrique de se mettre sur les rails du développement. C'est de ça dont il s'agit. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a une tendance où les pays développés polluent plus, les pays sous-développés beaucoup moins. La tendance actuelle est que de plus en plus les pays développés renoncent aux énergies pollueuses. Si on ne fait rien pour empêcher, ou en tout cas pour aider les Africains à utiliser des énergies saines, on risque à terme d'avoir une Afrique qui développe une industrie basée sur des énergies pollueuses et la tendance va se renverser à un moment donné parce qu'on aura de l'autre côté abandonné ces énergies-là et de l'autre on aura la même vitesse de croisière et on risque d'avoir les mêmes impacts sur le globe que nous partageons. Donc il y a cette nécessité de pouvoir discuter, dialoguer et de faire en sorte que les populations du monde soient protégées et qu'on ne mette pas avant les intérêts des pays, parce que les intérêts des pays vus sous cet angle risquent véritablement de porter préjudice à une population mondiale. D'accord, si je comprends bien, c'est une uniformisation de la politique environnementale. D'accord, mais est-ce que la voix de l'Afrique est si audible que ça? Parce que je viens de lire un post que vous venez de publier, qu'un Africain déplore l'absence de Wade, Maître Abdoulaye Wade. Est-ce qu'aujourd'hui, la voix de l'Afrique est audible au travers de ses dirigeants? Oui, ça c'est une conversation que j'ai eue avec un ami africain qui m'a parlé de l'apport du président Wade, qui lors de des rencontres internationales a toujours développé des initiatives allant dans le sens de renforcer l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout, sur cette question fondamentalement, même si l'Afrique n'était pas représentée, les autres ont intérêt à défendre les intérêts de l'Afrique. Parce que les intérêts de l'Afrique, dans ce sens, disons, ce sont les intérêts de tout le monde. Ce que je veux dire très clairement est qu'on ne peut pas ignorer une partie du globe sur les questions environnementales. Si aujourd'hui on devait faire une réunion entre pays riches et ignorer l'Afrique, si l'Afrique développe sa politique énergétique sans tenir compte
de l'harmonisation qu'il doit y avoir pour protéger le globe, ben, on va se retrouver dans une situation où on ne maîtrisera rien du tout. Donc, on a besoin sur cette question-là de savoir qu'il ne s'agit pas de se présenter en tant que pays développé ou en tant que pays sous-développé. Il s'agit de se présenter en tant que dirigeant de pays qui véritablement se retrouvent dans une planète qui est menacée. Donc ce sont tous les dirigeants des pays doivent se dire qu'ils représentent la population mondiale. Parce que c'est la population mondiale qui est menacée par les questions de réchauffement climatique. D'accord, nous allons passer à la politique pour terminer. Nous revenons toujours à l'Assemblée nationale avec son lot de problèmes. Les Sénégalais ont voué aux gémonies l'Assemblée nationale. Que faudrait-il faire en tant que parlementaire, un jeune parlementaire, pour rétablir le crédit et la crédibilité de cette institution où tous les Sénégalais devraient normalement se retrouver? Énormément de choses. Je pense qu'effectivement, il y a d'abord une nécessité de faire comprendre ce que l'Assemblée nationale signifie, que le député puisse connaître ses prérogatives davantage et qu'on puisse, d'une manière beaucoup plus globale, respecter les institutions dans notre pays. Vous savez, tous les candidats à l'élection présidentielle ont jugé nécessaire de faire la réforme des institutions. On l'a vu avec les assises nationales, on l'a vu avec tous les programmes, on l'a même vu récemment avec la volonté du président de confier à des Sénégalais le travail de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Jusque-là, il n'y a pas une application. Ce qu'il faut clairement dire dans ce cadre est que le Sénégal a besoin d'institutions fortes. Le Sénégal a besoin que l'Assemblée nationale joue son rôle, la justice joue son rôle, le pouvoir exécutif également joue son rôle, qu'il y ait une séparation des pouvoirs et qu'il y ait un travail assidu pour défendre les intérêts des populations. Ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons une majorité mécanique qui dicte sa loi et qui pense qu'il faut écraser l'opposition, qui pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Ben, le résultat, c'est quoi? Même cette majorité laissée à elle-même se querelle. Même cette majorité laissée à elle-même, malheureusement, n'est même pas présente à l'Assemblée nationale, n'est même pas motivée. C'est parce qu'on a tué ce qui devait nous pousser à être des députés et à se dire que nous sommes utiles pour le Sénégal. On cherche à tuer cela. C'est pourquoi nous considérons que définitivement il faut une réflexion sérieuse sur les institutions pour que le député puisse représenter convenablement son peuple, pour que le député puisse jouer son rôle justement de contrôle de l'action gouvernementale, que le député également puisse avoir des initiatives, parce qu'on dit souvent nous avons voté tant de lois, etc., mais il n'y a eu que des projets de loi, c'est-à-dire c'est de l'initiative de l'exécutif. Il faut que le député puisse davantage voter des propositions de loi, poser des questions d'actualité, des questions orales, des questions écrites, mettre en place des commissions d'enquête parlementaires pour éclaircir certaines choses, puisse appeler des responsables ou des membres de l'État à venir partager sur des questions qui interpellent les populations. Voilà, il y a énormément de chantiers. Ça existe dans les textes, mais malheureusement, nous n'avons pas encore un système qui nous permet d'avoir une Assemblée nationale performante et c'est dommage. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer devant les Sénégalais qu'il y a une négociation pour que votre groupe parlementaire, ça doit être d'un président que vous avez choisi, vous-même, vous, les députés qui forment ce groupe parlementaire? Oui, il y a des discussions effectivement engagées avec de bonnes volontés sur la question. Mais je ne pourrais pas m'épancher sur cette question sans pour autant qu'on ait fini de faire l'évaluation de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochains jours, nous allons véritablement vous parler des tenants et aboutissants de tout ça. D'accord. Idriss Seck a parlé lors de ce magal, il parla, la paire trembla. Est-ce que pour le gamou de Tivaouane, Idriss Seck va encore parler?
Je n'en sais rien du tout. Moi, je suis à Paris actuellement. Je n'en sais rien du tout. Ce que je peux dire très clairement est que le président Idriss Seck est connecté aux questions du pays. Il a choisi de se ranger du côté des populations, de défendre son pays en toutes circonstances. Et le président Idriss Seck parlera le moment qu'il choisira. Êtes-vous d'accord avec moi? Idriss Seck est un intermittent politique plus régulier que les politiciens. Oh, vous savez, nous, ce que nous importe, c'est de pouvoir communiquer avec les populations à chaque fois que besoin se fait sentir. Maintenant, l'appréciation qu'on a de notre communication, tout un chacun est libre. D'accord. Honorable député, Dakar Matin vous remercie de votre disponibilité et vous souhaite un bon séjour ici à Paris. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.